Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Bienvenue dans cette émission Tapis Rouge dédié à l'élite africaine. Ce soir, nous sommes ici à Niamey, au Grand Hôtel du Niger pour ce nouveau numéro consacré en partie à la sécurité et également en deuxième partie, nous recevrons comme chaque mois notre artiste du mois pour une prestation en live. Eux aussi, nous aurons l'occasion de découvrir une start-up qui a mis en place une nouvelle plateforme qui pourrait certainement intéresser vous, chers téléspectateurs qui nous suivez. Et pour finir l'émission, une révélation chaque mois. Et ce soir, nous avons une révélation assez intéressante aussi qui va beaucoup plus vous plaire. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer cette émission avec notre premier invité. Il s'agit de notre Afrique Espoir. Notre Afrique Espoir de ce soir est un homme très imposant physiquement. Vous aurez l'occasion de le découvrir tout à l'heure, mais pas seulement. Il est très en forme. Il mesure 1m87. Il a 48 ans. Ses activités dans la sous-région pesaient plus de 1,5 milliard de francs CFA en 2016. Il emploie plusieurs milliers de personnes entre le Niger, le Burkina Faso, le Mali et maintenant le Nigeria aussi. Leader sur le marché nigérien, ses activités sont principalement axées sur la sécurité privée des personnes et des biens, contrôle de sécurité d'entreprise, véhicules sécurisés, protection d'avions cargo, sécurisme, protocole, formation en sécurité. L'homme qui est lui-même ingénieur en sécurité d'incendie et qui a aussi un diplôme en terrorisme est un touche-à-tout dans le domaine de la sécurité. Mesdames et messieurs, recevons Yassine Hassan Diallo. Merci d'être là sur notre plateau, le plateau de Tapis Rouge. Je disais tantôt pas mal de choses sur vous, pas mal de choses que vous avez réalisées, que ce soit ici au Niger, mais également dans plusieurs autres pays de la sous-région. Vous êtes dans le domaine de la sécurité depuis plusieurs décennies. Vous avez fait des études en sécurité, des formations en sécurité. Vous êtes monsieur sécurité, comme l'on le dit. Alors, toute première question, pourquoi justement avoir choisi de faire carrière dans la sécurité? Tout d'abord, je vous remercie de me recevoir sur ce plateau. C'est toujours une fierté pour nous de passer dans des endroits où on fait un peu une communication sur nous. Moi, je suis tombé dans la sécurité de naissance, on va dire. Pour la simple raison que je suis né d'un grand-père tirailleur qui a fait différentes guerres. Et j'ai un oncle qui a amené le drapeau du Niger en 1959, au moment de l'indépendance, qui a créé le premier embryon de l'armée nigérienne et qui est parti. Et c'est sûr que quand on a ce genre de sang dans les veines, on se retrouve automatiquement c'est assez évident à avoir une orientation. Et j'ai eu la chance de grandir à Lyon, qui est une ville française, la deuxième, dans laquelle c'est connu. Lyon est le centre européen de la sécurité. Vous avez la police technique et scientifique, vous avez le siège des renseignements généraux, vous avez l'école supérieure de police de Saint-Cyr-en-Bondor, vous avez toutes les stratégies liées à la sécurité qui se développent à Lyon. Donc, par ricochet, je me suis retrouvé à faire la sécurité. Assez intéressant, quand on parle de vous tout de suite, certains peuvent se dire, ça peut ne pas être vrai tout ce que nous disons. C'est pourquoi notre équipe de reportage a réalisé une vidéo, un public reportage dans notre rubrique Inside. L'équipe de reportage a passé 24 heures avec vous. Vous avez fait beaucoup de tours, vous étiez assez occupés ce jour-là. Alors, nous allons diffuser ce reportage Inside et juste après, on se retrouve pour commenter. Quand nous avons décidé de le prendre comme invité Afrique Espoir, nous savions qu'il ne serait pas chose aisée de lui mettre la main dessus. L'homme est toujours en déplacement, mais après des semaines d'échanges téléphoniques et de mails, il nous a finalement donné rendez-vous à son domicile. Villa Kossu, vigile patibulaire à l'entrée, aucun doute, nous sommes bien chez Yassine Hassan Diallo. En un peu plus de 10 ans, Yassine Diallo s'est en effet forgé une solide réputation dans le domaine de la sécurité privée au Niger.
Son groupe, la société nigérienne de sécurité SNS, est d'ailleurs leader sur le marché et forcément le chef d'entreprise a un emploi du temps chargé. Tout de suite, direction le siège du groupe SNS. À son arrivée, pas le temps de souffler, une séance de travail l'attend au bureau. Notre PDG n'est pas quelqu'un qui est toujours sur place. Donc quand il est là, on lui fait le compte rendu régulier. S'il n'est pas là, le compte rendu se fait via mail ou au téléphone. Nous sommes un groupe qui a plusieurs démembrements et je commence par la société de sécurité SNS qui, de par ses activités quand même, est la plus sensible. Voilà, nous gérons des portefeuilles d'organisations internationales, des ambassades, des ONG, etc. On est au Niger, on est au Mali, on est au Burkina. Il faut lutter pour que notre jeunesse, qui fait partie de notre plus grande richesse, si ce n'est la plus grande richesse, reste chez nous. Vous voyez, comparativement aux populations vieillissantes du Nord, nous, on a une grande et forte chance d'avoir des jeunes. Après un rapide checking du personnel et des véhicules d'intervention, Monsieur Sécurité embarque aussitôt pour l'école de formation professionnelle privée au métier de sécurité Capitaine Hassan Diallo Amadou. L'établissement, premier du genre au Niger, a été créé il y a bientôt 8 ans et porte le nom de son illustre oncle. Chez les Diallo, la sécurité est une affaire de famille. Aujourd'hui, c'est jour de classe. Si sa vocation première reste la formation dans le domaine de la sécurité, l'école met ici son expertise à la disposition des agents de la société Solutions Domestiques. Cette dernière, comme son nom l'indique, fournit aux entreprises et aux particuliers des employés de maison tels que des cuisiniers, des chauffeurs ou encore des agents d'entretien. Nous quittons les apprenants pour les professionnels et direction le site Soleil d'Afrique qui abrite depuis quelques jours une foire internationale en marge du 33e sommet de l'Union africaine. Sur place, c'est la SNS qui assure la sécurité de l'événement et Yacine est venu inspecter ses troupes. SNS est l'institution à laquelle il faut faire recours quand on a vraiment besoin de sécurité. Bon, la sécurité, c'est pas un risque zéro, mais c'est dissuasif. Quand on voit les agents de sécurité, par leur sérieux, leur gabarit, leur façon d'être, eh bien, je vous assure qu'aucun malfrat ne se hasardera. Donc, pour moi, SNS, c'est la référence. Un professionnalisme qui porte ses fruits pour le chef d'entreprise de 48 ans. Cet après-midi, il a justement rendez-vous avec une personnalité de renommée internationale. Alfadi, styliste de renom, qui lui non plus ne tarit pas d'éloges sur la SNS. Je suis très très heureux de pouvoir voir qu'il essaye de conquérir la sous-région aujourd'hui et montrer son travail dont l'Afrique a besoin, surtout l'Afrique subsaharienne aujourd'hui au niveau de la sécurité. Voilà, on a travaillé ensemble, il a fait beaucoup de choses avec nous pendant le FIMA et aujourd'hui même il y a 7 ans, 8 ans qu'il a créé une école aussi pour former les jeunes Nigériens. C'est très important, l'éducation dans le cadre de la sécurité est très importante. Garder à la jeunesse qui va mourir à mer, fuir le pays pour aller en France ou aux États-Unis, il le stabilise, il lui donne du travail. Et je crois que pour moi, c'est quelqu'un comme lui qu'il faut encourager en gardant ces hommes qui travaillent avec nous et qui vont sécuriser ce que nous faisons aussi. En tout cas, bravo pour Yacine, parce que le travail qu'il fait, pour moi, c'est très important. Yacine Hassan Diallo ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Créer de l'emploi, venir en aide à ses concitoyens et contribuer à l'essor économique de son pays sont pour lui, au-delà du devoir citoyen, une prescription divine. Voilà, retour sur ce plateau après cette vidéo sur vos activités. Alors, je tiens à préciser que cette journée de reportage n'a pas été organisée. Notre équipe est tombée sur vous. Est-ce que vos quotidiens, en général, sont comme ça? Oui, on est toujours sur des imprévus. Parce que malheureusement, la sécurité est souvent considérée à tort comme le dernier maillon. Les gens se concentrent sur l'essentiel et c'est à la dernière minute qu'ils se rendent compte qu'il y a la problématique sécuritaire. Donc nous travaillons régulièrement dans l'urgence et ceux qui ont l'habitude de notre travail aussi ne courent pas vers nous parce qu'ils savent qu'on sera toujours prêt. Donc c'est une étiquette qui nous colle à la peau, mais ça fait partie du travail dans lequel nous avons fait le choix d'exercer.
D'accord. Alors, tout à l'heure dans le reportage, vous étiez en train d'expliquer que votre groupe a plusieurs démembrements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelles sont les différentes branches du groupe et dans quoi est-ce que vous intervenez exactement? J'ai créé la première structure en 2008 qui s'appelle SNS, qui fait des prestations dans le domaine de la sécurité. La mise à disposition de personnel pour surveiller des espaces, pour surveiller des biens, la protection, l'accompagnement, la surveillance d'événements, la prise en charge d'événements, comme on l'a fait. On nous a vu souvent dans des concerts, dans des matchs de football, etc. Ça, c'est la branche SNS. Ensuite, on a une entité qui est l'équivalent d'une académie dans laquelle on forme les gens sur les domaines de la sécurité, c'est EFOPRIMES. Parce qu'aujourd'hui, il faut valoriser les gens qui sont dans la sécurité. Il n'y a pas que des voyous, il n'y a pas que des gens qui n'ont pas d'autre chose à faire. Il y a des hommes et des femmes qui ont fait le choix de mettre leur vie à la disposition des autres, parce que quand on sécurise quelqu'un, on expose sa vie pour les autres. Donc cette école forme et développe des compétences. Elle est la seule reconnue par l'État du Niger. Ensuite, on a un journal qui est un périodique qu'on sort chaque trimestre, qui s'appelle InfoSec, qui est là pour ventiler dans la sous-région des analyses. C'est une vitrine pour les professionnels pour parler des problématiques de sécurité. Oh, super. Ensuite, on a une entité qui s'appelle TPS, Tout pour la sécurité, qui met à la disposition des logiciels, comme vous l'avez vu dans l'émission Réussite, l'application Bouton Panique qu'on a mis en place. Et c'est dans ce package que nous évoluons sur les environnements, comme vous l'avez dit, au Mali depuis 2015, au Burkina Faso l'année passée, et actuellement au Nigeria, parce qu'on veut aussi attaquer les pays anglophones. Voilà, c'est un très grand pays, le Nigeria, il y a de grandes opportunités. Les problématiques de sécurité sont partout les mêmes. Donc nous sommes fiers et heureux aujourd'hui d'aller vers la conquête des pays anglophones. D'accord. Quel a été, votre secret de réussite? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre, qui veulent devenir comme vous, mais tout de suite. Donc, vous, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer? Et justement, quel a été votre secret de réussite pour aujourd'hui arriver à vous imposer ici au Niger, mais également dans la sous-région? Bon, ma petite personne a eu d'abord la grâce divine, parce que on doit tout remettre en tant que croyant au choix divin. Ensuite, j'ai quitté la France alors que je dirigeais un centre de formation pour la police. Moi, c'est mon parcours, c'est mes études. J'ai mis en place en France une formation qu'on appelle le CQP, qui est aujourd'hui obligatoire sur toute la France, que le président Sarkozy a rendu obligatoire. C'est moi qui l'ai mis en place. Je suis venu sur invitation du président Tanja à l'époque, qui a dit, bon, ben, tous les Nigériens qui ont des compétences à l'international doivent venir apporter leur contribution au Niger. Et j'ai plongé. Mais je ne suis pas venu ici pour échouer. C'est ce que je dis tout le temps à mes collaborateurs. Quand vous laissez toute une vie pour attaquer un environnement nouveau, c'est pas pour perdre. Je suis parti en Europe apprendre des Européens, voir ce qu'il y a de bon et ramener chez moi ce qui est utile. Et c'est ce pourquoi je suis arrivé. Donc j'ai tout rencontré, évidemment. Parce que le premier des problèmes, c'est que les gens nous considèrent parfois comme des étrangers, parce qu'on n'a pas vécu ici. Or, on a le même passeport, la même carte d'identité nationale, le même acte de naissance. Nous sommes Nigériens. Nous avons une relation au Niger qui est extrêmement profonde. Ça, c'est la première des difficultés, la frustration qu'on a d'être comme des exclus ou des gens qu'on ne comprend pas. Secondo, quand je suis arrivé, je suis venu avec une idée claire. Parce que je suis technicien de la sécurité. Parce que ça aussi, c'est un problème dont il faut parler. Chacun est libre d'exercer la profession qu'il veut, mais il faut développer des compétences. Il ne faut pas aller au jeu de hasard. Aujourd'hui, le vrai problème qu'on a dans l'environnement de la sécurité, c'est que les gens rentrent dans cette activité parce qu'il y a un marché, parce qu'il y a du travail, mais ils ne se donnent pas tous la possibilité de développer des compétences. Et c'est là aussi l'utilité de l'école. On peut ne pas avoir des compétences en sécurité, mais quand vous venez, l'école vous forme, l'école vous encadre. Et l'autre aspect, c'est avoir la volonté. Rien ne se fait au hasard. Il faut croire en son projet. Aujourd'hui, vous n'allez pas vendre un projet aux autres quand vous-même vous y croyez pas. Et pour y croire, il faut maîtriser son environnement, il faut maîtriser ce dont on parle. Aujourd'hui, le vrai problème que la SNS a, c'est cette volonté de rigueur, ce désir de valoriser une profession qu'on banalise, le désir d'accompagner des êtres humains qui prennent des risques et qui doivent avoir des salaires honorables. Et c'est un langage dans l'environnement que les gens ne connaissent pas. Les gens veulent moins cher, les gens veulent tout sans
assez payés. Et ça, nous nous sommes déconnectés de ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre choix a été vers la formation. Parce qu'il n'y a que la formation qui vous donne un label, qui vous donne des compétences, qui fait en sorte qu'on vous reconnaisse dans ce que vous faites. Et le dernier élément, faut pas vivre d'opportunités, projeter ses ambitions sur des individus. C'est un peu le reproche que je fais à beaucoup d'entrepreneurs. On crée une activité parce qu'on a un parent, on a un ami, on a une connaissance qui est bien placée. Mais le jour où cette connaissance ou ce parent n'est plus placé, on fait comment? On fait rien du tout. Et si aujourd'hui la SNS a eu la chance d'aller à l'international, c'est parce qu'on a une expertise à vendre. Et cette expertise, il faut l'amener ailleurs. Donc voilà en gros les logiques qui m'ont amené et les difficultés que j'ai pu rencontrer. D'accord. Alors, il y a aussi un autre élément qui est assez important. Quel a été l'apport de votre famille, voire entourage dans votre réussite? Parce que c'est aussi un élément assez important. Vous l'avez abordé tout de suite. Parfois, on peut créer une société pour dire, bon, nous avons telle ou telle personne placée là. Parfois, on peut compter sur nos parents pour nous donner des moyens pour qu'on puisse mettre notre business en place. Aussi, il y a aussi d'autres jeunes qui ont envie de tenter cette aventure incertaine, mais justement, qui n'ont aucun parent qui a assez de moyens. Est-ce que il y a eu un apport de vos proches dans votre réussite? Est-ce forcément un élément fondamental pour arriver à la réussite? Bon, il faut d'abord, l'apport de la famille est toujours fondamental. C'est d'abord moral. Nous, on a eu la chance d'évoluer dans une famille où notre père nous a toujours donné libre choix de faire ce qu'on veut. Mais de le faire avec des principes, avec des rigueurs et de ne pas entacher le nom de la famille. Ça, c'est le principe de base. On est une famille de 5 personnes, chacun a fait des études supérieures et on s'est tous battus, chacun dans son environnement, d'accord? Il faut d'abord croire en soi, mais le sacrifice vient d'abord de nous-mêmes, d'accord? Parce que vous ne pouvez pas convaincre les autres si vous n'êtes pas convaincu. Moi, je le dis souvent comme anecdote, j'ai vendu ma voiture à une époque, j'étais à pied et j'ai pas eu honte d'être à pied. Ce qui est honteux, c'est d'aller tendre la main, c'est de vouloir avoir des prétentions, avoir des folies de grandeur, se faire passer pour l'homme qui est accompli, alors qu'on rencontre des difficultés. J'avais des salaires à faire, j'avais pas de trésorerie, j'ai vendu ma voiture. Je pense qu'à l'époque, je devais être le seul patron de société qui marchait. Ben, c'est pas une honte de marcher. Voilà, la preuve aujourd'hui, j'ai pu racheter les voitures que j'ai vendues à l'époque. Et j'ai même pu avoir plus. Voilà, il faut d'abord asseoir ce qu'on veut faire sur un choix personnel. Il faut évidemment un accompagnement de la famille, c'est nécessaire, mais il faut asseoir sa volonté de réussir sur soi-même. Alors, nous allons évoluer dans cette émission, essayer de sortir un peu et parler de la sécurité de façon générale. Vous avez fait des études en sécurité, vous êtes diplômé en terrorisme, je le disais tantôt, vous avez fait des formations sur les risques terroristes. Vous le disiez tantôt, le Niger aujourd'hui vit en paix, malgré qu'il est entouré de plusieurs pays en crise quand même. Nous avons le Cameroun, nous avons le Nigeria, nous avons la Libye, nous avons le Mali, nous avons le Burkina Faso. De façon générale, quel regard vous portez aujourd'hui sur l'instabilité dans la sous-région? Bon, je vous le dis d'abord, moi je félicite l'intelligence et les qualités qui sont reconnues à nos FDS. Et je profite d'ailleurs de cette question pour saluer la grande accroche diplomatique du Niger aujourd'hui. On vient d'avoir la présidence de la CEDEAO. Oui. C'est pas rien, c'est la plus grande organisation sous-régionale. Avant d'être à la CEDEAO, le chef de l'État était au devant du G5, où il a fait en sorte que la force G5 soit opérationnelle. Il a créé l'émulation pour qu'il y ait des projets de développement. Donc cela sous-entend que nous sommes respectés, nous sommes considérés et nous sommes reconnus. Nous, à notre niveau, en tant qu'entreprise privée, nous travaillons sur la sécurité intérieure. On n'a pas de prétention sur la protection des frontières et les autres, c'est pas notre travail. Ceux qui sont chargés de le faire le font très bien. Nous sommes chargés de la sécurité intérieure en faisant en sorte que nos citoyens puissent se mouvoir en toute sécurité, se retrouver dans des festivités en toute sécurité. On est en train de préparer le sommet de l'Union africaine. Oui. Voilà, au-delà des forces de défense et de sécurité, il y a des hommes et des femmes qui sont devant des maisons, qui surveillent des parkings, qui surveillent des immeubles et qui doivent faire en sorte que ces endroits soient sécurisés.
D'accord. Alors, le marché de la sécurité privée aujourd'hui est en plein essor en Afrique de l'Ouest. On peut juste citer SNS ici, dont vous êtes le promoteur au Niger. Il y a Sagam également au Sénégal. Il y a West Africa Security. Il y a G4S. Il y a Black Hawk. Et j'en passe. Quels sont les défis liés aujourd'hui à votre secteur? Moi, je pense que les terrains tels que l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak n'existent plus. Le terrain de prédilection des entreprises de sécurité privée aujourd'hui, c'est l'Afrique. Mais moi, je le dis, cette affaire de sécurité doit rester d'abord une affaire des Africains. Personne ne viendra prendre en charge notre destin à notre place. On met en place des partenariats, des collaborations bilatérales, multilatérales, c'est logique, c'est normal. Mais il faut qu'on se lève nous-mêmes. Si aujourd'hui la SNS a fait de la création d'emplois son socle, son piédestal, c'est parce que le combat contre la sécurité n'est pas aussi que militaire. Il faut qu'il y ait des stratégies d'accompagnement social. Voilà. Ces jeunes ont besoin d'emploi. Ces jeunes ont besoin de se déconnecter du discours politique pour trouver de quoi vivre. C'est de ça dont on parle. Donc, nous nous battons, que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, et actuellement, on va le faire au Nigeria, pour créer des emplois. Donc, pour nous, l'enjeu du moment, c'est d'abord de faire en sorte que cette jeunesse puisse croire en nos pays, qu'elle puisse savoir qu'elle peut construire, parce qu'en Europe, il n'y a que des crises. En Europe, il n'y a pas que des gens qui vivent dans l'ambulance. En Europe, il y a des mendiants, il y a des clochards, il y a des gens qui vivent de RMI. L'Europe n'est pas l'illusion que les gens en ont. Nous, on a vécu en Europe et on est revenu. Parce que justement, on estime qu'on a plus à apporter chez nous qu'ailleurs. Donc, il faut qu'on conserve nos jeunes à travers des actions concrètes. Et c'est pour ça que la SNS a fait de l'action concrète une priorité. Travail, travail, travail. D'accord. Ok, nous allons évoluer dans cette émission. Alors, qui parle de sécurité, bien évidemment, parle de nouvelles technologies aussi. Les deux vont ensemble. Et justement, nouvelles technologies, on en parle tout de suite avec notre start-up ce soir. Notre start-up s'appelle Aboubakar Garba, il a 31 ans, sa société s'appelle Niger Digital. Il vient de mettre en place une application appelée Géosécurité dédiée à la gestion des mouvements dans les entreprises et le contrôle lors des spectacles et concerts. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bienvenue dans cette émission. Je le disais tantôt, vous avez votre société que vous avez créée il y a de cela 2 ans environ. Vous êtes incubé au niveau de SIPMEN. Vous avez mis en place tout récemment une application géosécurité. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons inviter les téléspectateurs à découvrir exactement c'est quoi géosécurité. Et juste après, on en parle. Nous sommes ici à l'une des annexes du centre incubateur des petites et moyennes entreprises du Niger, le SIPMEN. Depuis quelques jours, fini les gros registres et les enregistrements manuscrits des visiteurs. Ici, tout est désormais automatisé, et ce, grâce à une application dénommée Géosécurité, entendez gestion automatique des opérations. Posté à l'entrée du bâtiment, c'est le vigile qui est le premier équipé de la fameuse application. Gérer les flux de visiteurs, s'assurer de la présence des employés et valider les visites, et pour cela, un simple téléphone lui suffit. Derrière cette initiative, un enfant de la maison. Patron de la start-up Niger Digital, Aboubakar Garba est incubé au SIPMEN depuis 2016. Avec son équipe constituée de développeurs et de web designers, il se spécialise dans la conception de sites internet ainsi que la mise sur le marché d'applications facilitant le quotidien de ses concitoyens. Et c'est dans cette optique qu'il conçoit Géosécurité. La sécurité est d'actualité, c'est une question de tous les jours et c'est une question très très importante, surtout dans la sous-région ouest africaine. Par rapport à cela, nous avons constaté que dans beaucoup d'endroits ou d'entreprises, les agents de sécurité d'abord ne sont pas très outillés. Ils ont toujours des registres avec des stylos et ils notent les entrées des gens, etc. Donc ça c'est un problème parce qu'on n'a pas de traçabilité. À travers le digital, pourquoi ne pas appuyer leur travail, leur permettre d'être plus rapides, plus efficaces et surtout avoir cette conservation des données. Âgé de 31 ans,
Ce diplômé d'ingénierie informatique, statistique et mathématiques était pourtant prédestiné à une carrière dans l'aéronautique. Mais dès le bas âge, la passion pour les nouvelles technologies l'emporte et c'est dans ce secteur qu'il veut désormais se faire un nom. En dehors de son application géosécurité, Aboubacar Garba et son équipe ont plusieurs autres projets en cours, avec toujours la même finalité, faciliter le quotidien des populations nigériennes. Voilà, retour sur ce plateau de tapis rouge en compagnie de M. Aboubacar Garba, notre start-up du mois. Monsieur Garba, on vient de voir un reportage assez instructif. C'est vrai que habituellement, on voit que des registres devant les entreprises quand on rentre pour se faire enregistrer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus en détail c'est quoi ce système-là? Comment est-ce que ça se passe concrètement au-delà du reportage que nous avons vu? Alors, très bien, merci beaucoup de m'avoir invité ce soir. Géosécurité, comme on vient de le voir dans la vidéo, donc c'est une application qui se calque en 3 volets. Donc d'abord, il y a le volet entreprise, donc pour gérer les entrées et sorties au niveau des entreprises. Et comment ça se passe déjà avant de continuer? Comment est-ce qu'on le flux, comment est-ce qu'on peut gérer le flux à travers une application exactement? Donc l'application, elle est très très simple. Donc vous avez un gestionnaire, un responsable de la sécurité au sein de toute entreprise. Donc il y a une interface administrateur et qui peut créer des employés et leur attribuer des comptes. Okay. Donc chaque employé qui a un compte peut prévoir une visite. Donc demain je reçois Monsieur Ali à 14h, donc je le prévois dès maintenant. Okay. Donc arrivé quand Monsieur Ali se présente, donc l'agent de sécurité à l'accueil, il a un téléphone mobile où il a toutes les listes, toutes les visites prévues qui sont qui s'affichent sur son écran. Okay. Donc il suffit de vous présenter et de dire je m'appelle Ali, donc il clique sur Ali et il valide votre visite, vous êtes à l'intérieur. Okay. Si la visite n'a pas été prévue par l'employé, donc il a la possibilité de créer une nouvelle visite sur place et de l'enregistrer. Donc à tout moment, on peut savoir combien de personnes sont à l'intérieur, combien de visites sont prévues. Okay. Ou combien de personnes sont venues ou repartir. D'accord. Par exemple, je vais un peu sauter le pas. Pour les agences de sécurité, l'avantage, c'est de savoir, ou même pour le responsable de sécurité, c'est de pouvoir leur proposer. Par exemple, à tel jour, vous avez plus de flux que d'habitude. Donc, pourquoi ne pas augmenter le personnel de sécurité, d'accord? Et à d'autres jours où il y a moins de flux, on reste sur un régime normal. D'accord. Ça, c'est le premier volet, hein? Vous disiez il y a 3 volets. C'est ça. Oh, ok. Donc, le second volet, c'est par rapport aux événements. Donc, souvent, on assiste en Afrique à des événements où il est annoncé 1000 places ou dans une salle ou un stade de 1000 places. Et à la fin, on se retrouve avec 1500. Ok. Ce qui crée des débordements, etc. Parce que c'était pas prévu à l'avance. Donc, par rapport à cela, Géosécurité propose des codes QR que l'on place sur les tickets des événements, d'accord? Ce qui rend le ticket unique. Même s'il est dupliqué, photocopié, etc., 2 personnes ne pourront pas rentrer avec le même ticket. C'est intéressant. À l'avance, on renseigne les tickets dans l'application, donc à travers un nombre, 300, 500, etc. Si les tickets sont nominatifs, vous avez la possibilité de mettre les noms et de vérifier à chaque ticket que c'est bien le nom qui correspond. S'il ne l'est pas, donc on crée des tickets anonymes. D'accord? Donc, arrivé à l'entrée, pareil, l'agent de sécurité a toute la liste des entrées et vous pouvez synchroniser plusieurs points d'entrée. Ce n'est pas uniquement sur un seul point. Super, ça c'est intéressant. Donc, quand une personne se présente, on scanne son ticket, c'est un bon ticket et il peut rentrer. Et c'est automatique à toutes les entrées? À toutes les entrées, c'est relié. Super. Tout est synchronisé en un seul point. D'accord. Et donc, à tout moment, là également, on peut savoir il y a combien de personnes qui sont à l'intérieur du bâtiment, il y a combien par rapport au nombre de personnes prévues, et même après l'événement, on peut dire il y a eu tant de personnes qui ont assisté à l'événement, hormis l'équipe organisatrice. Ok. Rapidement, troisième volet. Donc, le troisième volet, bien évidemment, on ne peut pas se lancer dans la sécurité sans penser aux agences de sécurité. Tout à fait. D'accord? Puisque c'est elles d'abord qui sont bénéficiaires de cet outil, qui sont mandataires, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles le valident et qu'elles acceptent de l'utiliser. Les agences de sécurité, elles ont la possibilité de gérer d'un côté tous leurs agents de sécurité
n'est-ce pas, avec la liste des agents, la date d'entrée, etc. De l'autre côté, tous les clients, d'accord, avec une synthèse sur une carte où vous pouvez voir tous les sites où vous avez vos clients, d'accord. Ensuite, vous pouvez éditer rapidement des plannings que vous pouvez communiquer à vos clients. Donc, tel jour, de 8h à 10h, vous aurez tel agent qui sera là. Ensuite, de 10h à midi, tel agent, etc. Donc, ça permet la proximité avec le client. Donc, de l'autre côté, donc ça, c'est des choses à venir auxquelles nous avons pensé. C'est par exemple, du côté de l'agent de sécurité qui est sur site. Donc, il a une application mobile pareille que les autres et à des intervalles réguliers de temps, donc toutes les 30 minutes, toutes les heures par exemple, il doit valider qu'il est bien en position. D'accord? Et si on ne reçoit pas son signal, ça veut dire que personne s'est déplacée. Oui. Voilà. Ça, c'est assez intéressant. Monsieur Diallo, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Je suis séduit. Oui. C'est assez innovant quand même. Hein? Nous, on est très ancrés dans l'innovation parce qu'il faut savoir que l'humain, à lui tout seul, ne peut plus gérer les problèmes de sécurité. Il faut que l'humain aussi soit assisté par la technologie. C'est très important. Et moi, je suis très content parce que vous abordez 3 domaines d'intervention qui sont des problèmes. Le premier, c'est les flux dans les entreprises, des allées et venues, des visites intempestives qui font perdre du temps et par ricochet de l'argent aux chefs d'entreprise. Des visites non prévues. Avec votre solution, on arrive à régler ça. Secondo, vous avez songé à la planification. La planification des agents sur les sites, la possibilité de savoir qui pouvoir contrôler exactement, etc. Et votre deuxième logique, les événements. Oui, tout à fait. Nous avons été au cœur de la gestion de plein d'événements, des concerts, des matchs de foot, des mariages, etc. Tout le monde connaît SNS avec service limousine, etc. La plupart du temps, quand les gens mènent une activité commerciale, ils veulent gagner. C'est que le bénéfice qui est au devant, c'est pas la sécurité des personnes. Vous l'avez dit tout à l'heure, moi je suis ingénieur dans la problématique de la construction des bâtiments. Je suis ingénieur dans ce sens. Ça veut dire que lorsque le législateur a réfléchi sur les différents espaces qu'on a, actuellement on est en train de construire un centre de conférence, etc., chaque espace, en fonction de sa superficie, a un nombre bien précis de personnes qu'il ne faut pas dépasser. Parce qu'il y a des problèmes d'évacuation. Le législateur pense toujours s'il y a un feu, s'il y a une inondation, s'il y a un départ quelconque, comment on fait pour exfiltrer l'ensemble des personnes. Le plus rapidement. Vous allez assister à des concerts où les gens sont assis dans les couloirs, les gens sont devant les portes des issues de secours, et ça, c'est un problème. Donc, le fait de limiter le nombre de personnes qui accèdent à une salle conséquemment à sa capacité, c'est renforcer la sécurisation des personnes. Tout le monde va dans des concerts, mais personne ne sait le risque qu'il est en train d'encourir. D'accord? Et les agents de sécurité souffrent. Parce que quand il faut évacuer ou empêcher aux gens de s'asseoir dans les couloirs, les gens ne comprennent pas. Donc ça, c'est une solution. Et je vais vous dire mieux, on va travailler ensemble. Mon staff est là. Super. Le directeur général est là, de la SNS, qui est un homme très intelligent pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Tout le staff est là. On prendra le temps, vous allez changer vos coordonnées pour venir nous faire une démonstration et on va essayer de travailler avec vous, pas seulement au Niger, mais partout là où nous sommes. Ça s'applaudit, hein? Ça s'applaudit, c'est ça Tapis Rouge. Et alors, pour finir cette émission, justement, on a déjà un premier preneur. Et comment mettre à disposition cette application? Est-ce qu'elle est opérationnelle aujourd'hui? Est-ce que, justement, s'il y a d'autres personnes qui ont besoin, justement, d'avoir ce système-là, c'est possible? Alors aujourd'hui, l'application pour gérer la gestion des événements, elle est opérationnelle. Donc on va déjà l'utiliser dans un des événements i4Dev organisé par l'ANSI, Agence nationale pour la société de l'information, et le CIPMEN et Next Einstein Forum, exactement. On organise un événement, donc comme je disais, en marge du sommet de l'UA. Donc nous allons utiliser l'application lors de cet événement. Donc elle est fonctionnelle. Donc, concernant les entreprises également, l'application est totalement fonctionnelle. Elle tourne actuellement au centre incubateur qui est le premier. Et nous sommes en contact aussi avec plusieurs entreprises qui souhaiteraient s'approprier la solution. Super.
Alors, merci beaucoup. Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Dernière question, la fin de cette première partie. Je vais dire, dernière question à notre invité Afrique Espoir de ce soir. Monsieur Diallo, si aujourd'hui vous avez un conseil à donner aux jeunes qui veulent créer leur entreprise, quel est le message que vous leur donneriez? Il faut d'abord croire en ce continent. Tout est à faire ici. Je le disais même tout à l'heure, tout le monde est conscient de la richesse de l'Afrique, sauf les Africains. Il faut qu'on s'approprie cette Afrique. Secondo, il faut avoir la persévérance. Rien de beau ne se construit dans la facilité. Toutes les réussites se font dans la douleur. Mais il faut croire en ce qu'on fait. Il faut éviter cette Afrique de facilité, cette Afrique de main tendue, cette Afrique qui vit d'humiliation pour se valoriser. Parce qu'on est à la base de la construction de l'humanité. Tout ce qu'il y a été construit par des Africains. Il faut qu'on croie en nous et qu'on aille au-devant des choses. Parce qu'il y a une valeur africaine qu'il faut avoir. On compose avec les autres, on participe avec les autres à toutes les formes d'intelligence. Et comme c'est notre cas dans le cas de la sécurité a des paramètres socio-culturels. On peut amener n'importe qui de n'importe où. Si la personne ne maîtrise pas notre environnement socio-culturel, elle sera dans le faux. Ouais, donc les partenariats, oui, mais nous, les Africains d'abord, pour notre continent. Merci pour ces messages d'encouragement adressés à toute la jeunesse africaine, particulièrement nigérienne. Merci à notre start-up également, Monsieur Garba, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Nous arrivons à la fin de cette première partie dans ce beau salon qui nous a été mis à disposition par Midal Recyclage, justement qui recycle des objets, des planches, etc., qui en fait des beaux salons. Merci à lui aussi pour cela. Nous allons partir pour la deuxième partie de cette émission consacrée à la culture nigérienne. Et ce soir, nous avons une célébrité, une légende avec nous que nous allons découvrir. Mais tout d'abord, c'est la plage pub. Nous sommes une agence créative. Nous avons une équipe jeune. Nous sommes plusieurs collaborateurs. Nous venons de divers horizons, chacun avec un talent. Nous intervenons dans 7 domaines clés. Depuis 8 ans, nous avons créé des concepts. Avec de nombreux partenaires. Nous sommes Prestacom Afrique et nous avons lancé Prestacom Niger. Avec plus de défis, de nouveaux concepts à la clé. Plus de moyens déployés. Une équipe renforcée. Prestacom débarque au Niger avec plus de précision. Communiquez autrement, appelez-nous. Voilà, retour sur ce plateau, changement de décor pour la deuxième partie de cette émission Tapis Rouge, ce plateau dédié à la musique africaine, à la musique nigérienne. Celui que je m'en vais appeler à présent est une légende de la musique électronique nigérienne. Né le 22 juin 1951, il a été d'abord enseignant, puis a travaillé à l'UNESCO avant de consacrer toute sa vie à la musique. Son premier album sortira en cassette en 1982 avec une centaine d'exemplaires. Et c'est juste quelques décennies plus tard que cet album de 6 morceaux sera édité par
un producteur américain, Christopher Kirkley, et s'en suivra énormément de tournées en Europe. Aujourd'hui, il est encore très imposant avec sa marque de fabrique en jingle et autres sonores d'émissions dans les médias nigériens. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Monsieur Maman Sani Abdoulaye, notre live star de ce numéro, s'il vous plaît.
Tellement magnifique, cette chanson qui fait voyager à travers les frontières. Je le disais tantôt, vous êtes une légende de la musique nigérienne. Elle a été composée en quelle année? Je disais donc que j'étais étudiant. Après une grève, là, on voulait se débarrasser de nous. Moi, je me suis retrouvé à Ménosoroa. Il y avait donc quelqu'un qui me prêtait sa guitare et je complétais avec des cordes, des câbles de vélo. Là. Oui. Et j'ai créé la chanson en mars-avril, je crois. Avec mes élèves, on en a fait comme une sorte de comédie musicale. Et puis, bon, c'était d'avoir un kanouri, Arefane Manalaki, Arefane Salamaki. Bon, c'était les premières paroles. Il y a Mamangarba, le docteur Mamangarba, qui n'est plus, un grand musicien, un ethnomusicologue. Il a écrit toute une thèse. C'est pour ça qu'on l'appelle le docteur, sur la musicologie. Tout ce qui concerne les instruments du Niger, il a fait quelque chose de formidable. Donc c'est lui qui a chanté le premier cette chanson, officiellement. Oh, okay. Donc il était accompagné par ses camarades normaliens qui ont entendu ça avec mes élèves qui sont venus de Méné, bien sûr. Et moi, ce n'est qu'en 1997, j'ai dit, bon, chanson là, je veux voir. J'ai fait une soirée à l'ambassade des États-Unis. L'ambassadeur a dit que j'ai une belle voix. J'ai dit, bon, venant de la bouche d'une Américaine, ça m'a encouragé. Donc j'ai repris, j'ai remanié le texte, j'ai tout remanié. Et quand je l'ai joué, je me souviens, je l'ai présenté à Dr. Mo. Il dit, mais c'est le King Giva. Le vieux, là, il reste encore curieux. Donc lui-même, il a aimé ma version. Voilà. C'est tellement intéressant de plonger dans le passé pour raconter ça. Un morceau qui a été composé dans les années 70 et qui ne sera justement édité qu'en 2013. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Qu'est-ce qui n'a pas marché, on dira? Si on n'a pas de studio chez nous, bon, les gens ils ne croient pas à la culture parce que c'est ça le problème, la production. On fait de l'artisanat. Vous avez vu le Nigeria, ils sont venus avec Rendelin Soya, leur musique est là. Et là, du coup, on a été envahis. Ouais, ils ont pris le marché. Bon, ils ont pris le marché parce que la nature a horreur du vide. Hein. Ça, c'est Nous, vrai. on ne produit que peut-être combien de cassettes, combien de disques à l'époque, qu'est-ce qu'on a produit? Et c'est à partir de 2013 que justement, vous allez être repéré par un producteur américain, le promoteur de Sahel Sound, et justement qui va décider d'éditer ce premier album de 6 morceaux. Exact. Il a pris cet album, c'est une cassette qui a été produite par Siraji Kane, qui n'est plus. C'était le correspondant de la BBC à l'époque. Donc il est parti, il a fait 2 albums. Il est venu, il a fait le vernissage et lui, le monsieur, il a pêché cette cassette-là donc dans les archives du CFPM. Il a cherché mon adresse. Il me dit, est-ce que ce serait bien qu'on sorte ça puisque ce n'est qu'une cassette. Il va numériser et faire sortir comme un vinyle. Et c'est parti, et donc Maman Sani Abdoulaye, la musique électronique du Niger. On a vendu les disques, on est revenu, on a fait l'Allemagne, les Pays-Bas. Ça a été le départ en fait. On était à Sonic Process, c'est un festival. Beaucoup de villes de France, Angoulême, Marseille, jouer les tours Nantes, Toulouse, Bordeaux, j'en passe. On a fait aussi Genève. Et en 2016, je devais aller à Istanbul. Vous connaissez les événements qui sont passés là-bas, les trucs politiques, on a tout annulé. Et je me suis retrouvé à Kampala pour le festival Nyege Nyege. Puis on a fait, en tout cas, le nord de la France, la Normandie, le Finistère, tout le sud. Alors, l'aventure, ça continue encore, les tournées, ça continue? C'était la tournée, c'est l'an passé, que le même gars qui m'a conduit, il y a 2 musiciens qui m'ont accompagné, une femme qui jouait la batterie et un autre qui jouait de la guitare. Pour eux, c'est la vedette, ils veulent jouer avec la star. On est parti, on a joué. Les gens ont aimé. À Barcelone, ils ont applaudi que finalement, j'étais obligé de revenir sur la scène pour jouer L'Amroufoul de Gaobe. Le premier morceau par lequel j'ai commencé. Est-ce que vous pouvez nous chanter ce morceau? Bon, je vais peut-être le jouer en instrumental. Oui.
Vous avez une maîtrise totale de votre orgue. C'est vraiment extraordinaire. Et nous n'avons plus beaucoup de temps, mais il y a quand même une question qui me tient beaucoup à cœur. Musicien, instrumentaliste, est-ce une profession qui nourrit son homme? Surtout en Afrique, particulièrement au Niger. Moi, en tout cas, d'après ce que j'ai vu dans ce pays... D'après votre expérience? J'ai vu beaucoup de musiciens qui sont partis parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Ils tombaient malades, il n'y avait pas de quoi les soigner. Et ils jouaient dans des bars pour des cachets minables. Jusqu'à... Qui ne valorisent pas du tout. À quelle heure du matin, on vous donne 2000, 3000. Ça ne nourrit pas son nom. Donc la combinaison, c'est la suivante. Soit tu es boucher musicien, cultivateur musicien, menuisier musicien, enseignant musicien, et vas-y à l'infini. Moi, si je n'avais pas été enseignant, je ne pense pas que vous aurez pu tenir. J'aurais pu tenir. C'est quand même assez regrettable. Selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut apporter pour améliorer davantage la culture au Niger afin que justement on puisse aider les artistes à mieux s'épanouir dans leur domaine? Je sais qu'il faut donner au ministère de la Culture, il faut lui donner un budget conséquent. Des moyens. Il y a des studios au Niger, je ne dis pas pour chaque région. Si on pense que la musique peut produire beaucoup, un artiste, il a son talent. Il faut bien quelqu'un aussi, nous par exemple au Niger, on a mis la charrue avant les bœufs. En matière de salles de spectacle, dans l'Afrique de l'Ouest, je ne pense pas s'il y a un pays qui est aussi loti que le Niger. Dans chaque région, nous avons une MJC, un stade, tout ça c'est des lieux de culture, une arène de lutte et de grande capacité et quoi j'en passe. Dans chaque quartier, nous avons une maison de Samaria. C'est une organisation de jeunesse qui a été revalorisée au temps du président Kounché. Vous voyez? Donc, on a les salles. Maintenant, il faut qu'il y ait aussi les gens qui vont animer, qu'on dise que les musiciens, là, on les a pris en tournée, ils vont aller dans telle région, c'est telle date, il y aura tel soliste, tel chanteur. Il n'y a pas dans le showbiz. Personne ne veut, comment on appelle, investir dans le showbiz. Quand les gens comprendront que la musique, la culture peut produire beaucoup, peut-être qu'ils vont investir. Nous allons recevoir notre dernier invité du jour. Il s'agit bien sûr de notre révélation du mois. Il s'appelle Ismaël Salahou, alias No Blagen. Il est dessinateur de BD. Nous allons le recevoir tout de suite sur le plateau pour parler un peu de ses différents projets. Monsieur No Blagen, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur ce plateau de Tapis Rouge. En tout cas, on peut dire sans risquer de se tromper que vous ne blaguez pas parce que faire des BD ici, c'est vraiment assez osé. Pourquoi vous avez choisi de faire cela? Bon, d'abord la BD autour... C'est quelque chose qui n'est pas très quand même connu. Quand même. Exactement, c'est pas très courant dans le pays, même dans l'Afrique en général. Mais au tout début, c'était plus par passion. C'était par passion. Maintenant, avec le temps aussi, je me suis dit que bon, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, très exploité dans notre pays, le Niger. Donc, je me suis dit que ce serait bien de se lancer dans cette aventure-là parce que c'est quelque chose qui peut vraiment aider la culture nigérienne à pouvoir être valorisée partout dans la sous-région et puis même partout dans le monde entier, quoi. D'accord. Alors, comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui, cette activité que vous menez? Parce qu'on sait aussi parallèlement que vous faites d'autres choses. Notre doyen a eu l'occasion de nous édifier là-dessus tout à l'heure. Il y a certains domaines en culture, quand on le fait, il faut aussi parallèlement faire d'autres métiers à côté pour s'en sortir. Concernant la BD, comment est-ce que vous en sortez aujourd'hui avec? Est-ce que ça marche? Oui, la bande dessinée en elle-même, parce que je fais des bandes dessinées d'abord, la bande dessinée en elle-même, c'est quelque chose qui n'est pas encore très développé dans le pays. Donc, c'est un peu compliqué parce que même si tu veux produire, même si tu as le talent qu'il faut, il n'y a pas de maisons d'édition qui sont là, qui sont prêtes à t'accompagner pour pouvoir faire de la bande dessinée. Donc, c'est un peu compliqué. Pour ça, tu es obligé si tu veux vraiment dessiner et puis essayer de vivre du dessin,
il faut que tu cherches des contrats, des marchés avec des ONG parce que c'est elles qui ont besoin de dessin, c'est elles qui ont besoin d'illustration. Lorsqu'elles vont faire des sensibilisations auprès des populations qui ne savent pas, par exemple, lire et écrire, elles ont besoin d'images bien claires, bien concises, bien cohérentes qui vont leur parler. Donc, tu peux approcher ces ONG-là pour travailler ensemble. Et puis, si tu arrives à avoir des contrats régulièrement, je pense que tu peux t'en sortir quand même. Mais c'est souvent un peu compliqué d'avoir ces contrats-là régulièrement. Tout récemment aussi, j'ai déjà créé une plateforme de bande dessinée africaine qui Tout à fait. Exactement. Parlez-nous-en justement. Quel est l'objectif de cette plateforme? Oui, l'objectif de cette plateforme, c'est pour pallier un peu au problème dont j'ai fait part tout à l'heure, celui de la visibilité, celui de l'édition, puisque c'est un peu compliqué à réaliser dans notre pays. Donc je me suis dit que ce serait bien d'avoir une plateforme en ligne, puisqu'on est à l'ère du numérique, donc d'avoir une plateforme qui est en ligne, qui pourra proposer des bandes dessinées pour les Africains et fait par les Africains, parce qu'on a remarqué que ça en manque et que les Nigériens aiment lire quelque chose qui les ressemble, quelque chose qui raconte leur quotidien et tout. Donc c'est dans cette optique-là que je me suis dit que ce serait bien d'avoir cette plateforme-là. Aujourd'hui, ça marche très bien. Et vous, personnellement, présentement, vous avez, je crois, 3 bandes dessinées déjà réalisées. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui s'intéressent à ce que vous faites, comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec vous? Bon, déjà par la plateforme qui s'appelle No Studio, elle est déjà en ligne, par mes réseaux sociaux aussi, et puis aussi par mes contacts, parce que je suis très actif sur les réseaux aussi. Merci beaucoup, No Blayen. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous aussi, cher public, qui avez effectué le déplacement. On se donne rendez-vous dans un mois pour un autre numéro. Mais d'ici là, restez connectés sur notre site internet. À très bientôt.